et puis arrive petit à petit à prendre la majorité dans l'essentiel des conseils au travers de cette bataille-là. Et on a des conseils qui, de trucs institutionnels, redeviennent paradoxalement des conseils de la Révolution. Quand la période 23 va venir, tout va passer par ces conseils-là parce que il y a eu un détournement de fonction de ce que voulait le gouvernement. Et alors, les communistes mettent en place ça, mettent en place en plus des comités pour, comment dirais-je, pour la consommation, je ne retrouve plus le nom, enfin, sur les prix qui vont, si les prix augmentent de trop, qui font des réquisitions, qui piquent des trucs, etc. Mettent en place aussi une série de milices. Enfin bon, le Parti communiste commence à être un organisme qui a une véritable implantation sociale, même s'il est plus implanté chez les chômeurs que chez les ouvriers ayant un emploi stable. C'est là qu'arrive la conclusion de notre affaire et le tournant du siècle. L'année 23. Alors que se passe-t-il en 23 ? La France décide d'occuper la Ruhr. Bon. Et donc, parce que dans les réparations à la fin de la Première Guerre, il y avait des réparations, récupérer l'Alsace et la Lorraine, etc. Mais il y a aussi de l'argent. Et l'argent n'arrivait pas. Donc ils décident d'aller se servir, d'occuper la Ruhr. Donc ce processus va accélérer plusieurs phénomènes. Le premier phénomène que ça accélère, c'est l'inflation. Alors, pour que vous ayez un ordre de grandeur de ce qui s'est passé dans l'année 23, en janvier 23, un marque or valait 2500 marques papier. Au moment de l'insurrection, il en vaut 600 milliards. On est passé de 2500 à 600 milliards. C'est une inflation colossale. Mais une inflation qui a pour... Enfin, je veux dire, les gens, ils sont payés à la journée parce que l'inflation est telle que tu ne peux pas le payer au mois. Il vaut mieux manger dans l'usine parce que tu n'as pas de quoi d'acheter à bouffer avec ce que tu as payé. Tu as des gens qui changeaient les étiquettes dans la journée dans les magasins. Et donc, non, mais je décris ça parce que c'est un truc où toute la société est concernée. C'est pas, sauf les grands bourgeois, mais je veux dire, l'ensemble du pays est concerné par un truc de paupérisation accélérée, parce que tu ne peux plus bouffer, et donc il y a une remise en cause de la société qui est colossale à travers cette affaire-là, d'un point de vue économique. D'un point de vue politique, l'occupation de la Ruhr a pour conséquence d'une résistance passive, mais quand même les gens ils ne sont pas contents d'être occupés par l'armée française qui se comporte comme toute armée d'occupation. Hein. Et donc, comment dirais-je, il y a une résistance. Et cette résistance, elle a pour effet politique de réduire l'importance de la social-démocratie. C'est à ce moment-là que les communistes commencent à être majoritairement prolétariats. Et la montée des groupes fascistes, des nazis, pour le coup. Et les nazis, ils ont une base arrière qui est la Bavière. Mais c'est là où ils font les premiers défilés avec 70 000 hommes. C'est à ce moment-là. Parce que la radicalisation liée à l'effondrement économique plus l'occupation de la Ruhr conduit à ce que la petite bourgeoisie, elle oscille d'un extrême à l'autre. Jusqu'à présent, elle était plutôt vers la gauche. Là, une partie tourne vers l'extrême droite à ce moment-là. Mais c'est pas... Bon. Alors, ceci dit, comment dire, il y a eu là aussi une tactique dans l'explosion nationaliste qui est pas... Bon, du Parti communiste qui est assez discutable. Hein. Il y a un nazi qui s'appelle Schlageter, qui est un ancien des corps francs nazis, qui était accusé d'avoir fait sauter les rails dans la Ruhr, qui est arrêté et condamné à mort. Et à ce moment-là, le Parti communiste pense qu'il peut, surtout la gauche du KPD autour de Ruth Fischer, qui pense qu'il peut gagner
les nazis en étant sur leur terrain. Hein. Le Radek, par exemple, qui était là tout le temps maintenant, fait un discours pour, au moment de, comment dirais-je, de l'enterrement de ce nazi, qui est condamné à mort, fusillé, voilà. Alors il fait un discours sur le soldat courageux de la contre-révolution qui mérite d'être honoré par nous, soldats de la Révolution. La gauche du KPD sort des tracts. Quiconque lutte contre le capital juif est déjà un combattant de classe, même s'il ne le sait pas. Abattez les capitalistes juifs, pendez-les au bec de gaz, écrasez-les. C'était une période où c'était plus... Voilà. L'impérialisme français est le plus grand danger qui soit au monde, etc. etc. Donc c'est un truc qui va, je pense, provoquer une certaine désorientation dans certains endroits, même si la direction du parti arrête l'affaire quand certains dirigeants locaux apposent sur leur panneau la croix gammée à côté de l'étoile soviétique. Hein. Bon. Mais c'est pour dire, il y a eu là d'une partie... Non, mais on est en 23, on n'est pas après la victoire d'Hitler. Mais ceci dit, c'est important de comprendre que, y compris, et c'était plutôt la gauche du KPD qui se lançait. Alors, dans toute cette ambiance-là, comment dire, toute l'année 23 est une année de lutte colossale. Bon, indiscutablement, c'est une situation révolutionnaire, dans le sens, ou pré-révolutionnaire, disons, dans le sens où plus personne ne croit dans le système. Il y a une société dans laquelle plus personne ne croit dans le système. Même si l'État central a encore une certaine force, toute la société s'écoute. Alors, on a des grèves, des manifestations en mars, des ouvriers de couple, etc. Enfin bon. Toute l'année, on a des luttes permanentes avec des grèves générales, des affrontements avec la police. Bon, et puis, du coup, le Parti communiste organise des centuries prolétariennes, je cherchais le nom, des centuries prolétariennes. Non mais, pour que vous ayez un ordre de grandeur sur ce qui s'est passé à cette période. Hein. Le 1er mai 23, au milieu de cette année 23, hein, l'année 23, l'occupation par les Français commence en janvier, l'insurrection dont je vais parler qui échoue, c'est en octobre. Le 1er mai 23, manifestation du 1er mai, 500 000 personnes dans la rue. Devant les 500 000 personnes, 25 000 prolos de centuries prolétariennes en service d'ordre. 25 000. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on est dans des niveaux d'organisation, de structuration qui sont absolument colossaux. Bon. Et donc on a en fait deux occasions, me semble-t-il, qui commencent à poser la question de l'insurrection. Premièrement, après cette manifestation au mois de juin, une grève générale déclenchée par le conseil issu la centralisation issue des conseils ouvriers dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, voilà, qui déclenche une grève générale qui dure plusieurs jours, pas loin de 10 jours, mais qui est une grève générale avec des revendications genre il faut un gouvernement ouvrier, hein, parce qu'on est dans le combat politique et les mouvements sont des mouvements directement politiques. On n'est plus... c'est-à-dire que plus personne ne pense qu'une augmentation va régler sa situation. Vous comprenez un truc comme ça. On se dit que pour régler mes problèmes, il faut que tout change. C'est tout. Voilà. Bon. Et donc, alors, bon, là, on a, au bout de 10 jours, la direction hésite, sent que c'est difficile et arrête. Deuxième autre épisode du même type, c'est en juillet. Parce qu'en juillet, on a, on a des journées antifascistes. Le Parti communiste organise des journées antifascistes, mais avec une politique de front unique, c'est-à-dire qu'il avait impliqué dans plein d'endroits les sociaux-démocrates, donc c'était des manifestations colossales. Le gouvernement décide d'interdire les manifestations, et le Parti communiste cède. Parce qu'il commence à discuter en disant
faut pas que l'affrontement soit trop tôt. Parce que l'internationale communiste est présente maintenant. Hein, elle est présente en Allemagne pour préparer l'insurrection. Et donc la discussion, c'est est-ce que c'est le bon moment pour y aller ou pas. Et le bon moment, c'est quand même un moment où on est majoritaire et où dans la population, on est perçu comme étant ceux qui sont majoritaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résistance. Ce n'est pas du tout la même chose d'engager dans un affrontement quand on a la sensation dans la société d'être majoritaire ou au moins une abstention amicale que quand on n'a pas cette majorité. C'est tout à fait clair. Bon, et donc là, il décide donc d'organiser l'insurrection. Bon, alors ce qui est un vrai problème, parce que l'insurrection n'a pas été préparée dans la foulée de la grève générale de juin, hein, qui a été une grève générale colossale. Elle n'a pas été organisée dans la foulée des manifestations antifascistes, elle est organisée pour octobre. Elle est organisée pour octobre avec un pays qui est quand même dans lequel, en gros, les communistes sont majoritaires dans le centre du pays, Saxe-Thuringe, les merveilleuses régions où il y a des manifs fantastiques en ce moment, Saxe-Thuringe plus la région du Vogtland, je sais pas comment, enfin, toute cette région-là, ils sont majoritaires. La Ruhr, c'est l'armée française, la Bavière, c'est les nazis, et ce qui fait que le gouvernement ne contrôle plus, entre guillemets, que le Nord. Et donc, pour gagner l'insurrection, il faut avoir un plan. Et la façon dont cette insurrection va être organisée est une façon assez technicienne. C'est-à-dire qu'on envoie l'internationale communiste envoie des spécialistes militaires. Hein. Il y avait dans l'internationale communiste une école de formation à l'insurrection. Voilà. Donc ils envoient des spécialistes militaires. Oui, mais c'est vraiment ça. Et ils partent du principe qu'ils vont essayer dans les régions où ils sont majoritaires, avec des gouvernements ouvriers, avec le SPD, de mettre en place des milices et des centuries qui s'affrontent aux fascistes. Et dans l'affrontement aux fascistes, on fera l'insurrection. Voilà, c'est ça le plan. Mais pour réussir ce plan-là, le plus subtil, le plan global, c'est sûr. Le problème de ce plan-là, c'est qu'il faut qu'au moment où l'affrontement se passe, on soit majoritaire. Et c'est pas ce qui se produit en réalité. C'est pas ce qui se produit parce que pour avoir les troupes suffisantes au moment décisif, le Parti communiste décide que tous les militants liés aux centuries prolétariennes dont on va avoir besoin sortent du boulot et sont dans des endroits clandestins prêts à servir. C'est-à-dire qu'au moment de l'affrontement politique, les militants ne sont plus sur leur lieu de travail en lien avec leurs collègues. Ils sont dans des des pré-casernes, enfin bon, un truc est organisé comme les Allemands savent organiser. Hein. Je ferai une blague après, entre les bolcheviks et les Allemands, parce que c'est vraiment ça. Mais bon, comme les Allemands savent organiser un truc, pouf, 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 voilà. Mais ceci dit, c'est un vrai problème politique, parce que quand, au moment où il faut décider, il faut convaincre la masse des gens que c'est le bon moment, les militants ne sont plus là. Les militants, ils sont... Et sentant ça, la direction décide de faire ce que n'ont pas fait les bolcheviks, de poser la question à une conférence de conseil ouvrier qui se tient à Chemnitz. Et cette conférence hésite. Et finit par décider de ne pas faire l'insurrection, cède au chantage des sociodémocrates, etc. Et le parti décide de reporter l'insurrection, en se disant, si c'est pas ce coup-là, ce sera le coup d'après. Mais ils étaient tellement prêts à faire l'insurrection que tous les messages étaient partis. C'est-à-dire, dans toutes les villes, les gens étaient prêts à partir.
Mais on est une période où il n'y a pas de téléphone portable ni Internet, donc pour prévenir du contre-ordre, c'est des gens à pétrolette, etc. Celui qui part à Hambourg n'arrive pas à Hambourg, il y a un accident, et l'insurrection n'a lieu qu'à Hambourg. Évidemment, elle tient 3 jours, ils ont tenu 3 jours à Hambourg. Hein. Donc, pour donner une idée encore, ce n'était pas l'endroit où le Parti communiste était le plus fort. Nous, on sait la fin. Eux, ils pensaient que c'était une occasion ratée. À partir de ce moment-là, le gouvernement était très très rapide dans la répression, etc. Mais surtout, la confiance qu'il y avait des masses dans l'idée qu'on pouvait changer quelque chose était cassée. C'est quand on additionne ce qui s'est passé au moment de la grève générale de juin, au moment des journées, et à ce moment-là, l'idée que c'est possible, elle n'est plus majoritaire. Quand l'idée n'est plus majoritaire, c'est fini. Alors, ils vont mettre plusieurs mois avant de se rendre compte que c'est un échec. Comment dire, pour conclure en quelques mots, puis on va discuter de tout ça, parce qu'il y a vachement de choses à discuter. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en Allemagne, la bourgeoisie avait un appareil d'État plus fort, avait une social-démocratie extrêmement forte, qui en permanence, au moment décisif, a pesé du côté de la bourgeoisie. C'est-à-dire que, de manière différente de la bourgeoisie d'ailleurs, mais a toujours su peser. Et ce qui est aussi important, c'est de comprendre que la place des conseils, dès que la mobilisation remonte, les conseils reprennent de la force. Moi, ça, c'est vraiment une leçon, parce que ça dure 5 ans, ça monte, ça descend, et à chaque fois que ça monte, on voit que les conseils reprennent la place centrale dans la mobilisation des masses. Voilà, hein. Pour conclure, vaut mieux une défaite avec combat qu'une défaite sans combat. La suite le prouvera, hein, parce qu'il y aurait une défaite à ce moment-là, les nazis, parce que l'affrontement ça aurait été avec l'appareil d'État, mais aussi avec les nazis, hein, qui eux contrôlaient la Bavière, et il y avait Saxe-Thuringe, voilà, c'est juste à côté, inévitablement, enfin, il se serait passé autre chose, quoi. Voilà, j'arrête là-dessus.